14 avril 1912. Une nuit glaciale. L'océan Atlantique s'étend à perte de vue, sombre et impitoyable. Au loin, une lueur scintillante perce l'obscurité. Le Titanic, un géant de fer et d'acier, fend les vagues avec une assurance démesurée. À son bord, plus de 2200 âmes, riches et pauvres, nobles et anonymes, unies par le rêve d'un nouveau monde. L'atmosphère à bord est électrique, un mélange grisant d'excitation et d'appréhension. Dans les salons dorés de la première classe, le champagne coule à flot, rythmé par les valses entraînantes de l'orchestre. Sur le pont, les passagers se pressent, avides d'air frais et d'une dernière contemplation du ciel étoilé. Mais le destin, ce maître impitoyable, a tissé sa toile. Un iceberg massif, invisible dans la nuit noire, se dresse sur la route du paquebot. L'impact, lorsqu'il survient, est d'une violence inouïe. Un grondement sourd qui secoue le navire jusqu'à ses entrailles, un frisson glacial qui parcourt les ponts. L'insouciance cède la place à la panique. Le rêve se transforme en cauchemar. Le Titanic, ce titan réputé insubmersible, est mortellement blessé. Cette nuit fatidique, des destins basculeront, des vies s'éteindront, et des actes de courage extraordinaires illumineront l'obscurité. Au cœur du chaos qui s'empare du Titanic, Charles Jouguin, le chef boulanger, observe la scène avec un détachement étrange. L'homme n'est pas un novice en matière de naufrage. Des années en mer lui ont appris à reconnaître les signes avant-coureurs du danger. Mais cette fois, l'ampleur de la catastrophe le dépasse. Autour de lui, la panique gagne du terrain. Des cris stridents déchirent l'air, des femmes et des enfants pleurent, des hommes courent dans tous les sens, la peur se lisant sur leurs visages. Jouguin, lui, reste impassible. Il sait que le temps presse, que chaque seconde compte. Pourtant, il ne se précipite pas vers les canaux de sauvetage. Non, Jouguin fait un choix surprenant. Un choix qui semble relever de la folie dans ce contexte apocalyptique. Il se rend dans sa cabine et en ressort avec une bouteille à la main. Une bouteille de whisky. Son dernier acte de défi face à l'inéluctable? Un moyen d'affronter la mort avec courage? Jouguin porte la bouteille à ses lèvres et boit une longue gorgée. Le liquide brûlant se répand dans sa gorge, apportant avec lui une chaleur réconfortante. Il boit encore, et encore, jusqu'à ce que le monde autour de lui se fasse flou, que les cris et les rumeurs de la tragédie ne soient plus qu'un murmure lointain. Le temps s'écoule, chaque minute paraissant une éternité. Jouguin, engourdi par l'alcool et le froid mordant de l'air marin, observe le Titanic sombrer lentement dans les flots. Il se tient là, seul, sur le pont désormais presque désert, spectateur impuissant d'un spectacle à la fois fascinant et terrifiant. Des canots de sauvetage, à moitié vides, s'éloignent du navire en perdition. Des cris déchirants résonnent dans la nuit, appels désespérés de ceux qui sont restés à bord. Jouguin les entend, mais comme venus d'un autre monde. L'alcool a créé une distance, une barrière protectrice entre lui et l'horreur qui l'entoure. Il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Le pont est de plus en plus incliné. La mer se rapproche dangereusement. Bientôt, l'eau froide l'engloutira à son tour. Mais étrangement, la peur ne l'habite pas. Il ressent une forme de sérénité, une acceptation presque paisible de son destin. Alors que le Titanic disparaît sous la surface, emportant avec lui des centaines d'âmes terrifiées, Charles Jouguin se laisse glisser dans les eaux glaciales. Il est persuadé qu'il s'agit là de sa dernière baignade. Mais le destin, semble-t-il, en a décidé autrement. L'eau est glacée, d'une froideur mortelle. Jouguin sent le choc parcourir son corps, lui couper le souffle. Il se débat, essayant de garder la tête hors de l'eau, mais ses mouvements sont lents, maladroits. La fin est proche, il le sait. Pourtant, il s'accroche à la vie, poussé par un instinct de survie inattendu. Autour de lui, des corps flottent, inertes, des cris de terreur, puis plus rien. Le silence de la mort. Jouguin ferme les yeux, se préparant à l'inéluctable. Et puis, il sent quelque chose. Une forme sombre qui se rapproche. Un canot de sauvetage? Des mains fortes l'agrippent, le tirent hors de l'eau. Il s'effondre sur le fond du canot, grelottant de froid, incapable de parler. On lui tend une couverture, on le frotte pour le réchauffer. Il est vivant. Contre toute attente, Charles Jouguin, le boulanger du Titanic, a survécu. L'alcool, qui aurait dû le condamner, l'a paradoxalement sauvé. En ralentissant le rythme cardiaque, en diminuant la sensation de froid, le whisky lui a permis de résister plus longtemps dans l'eau glacée. Un miracle, un hasard extraordinaire. Toujours est-il que Charles Jouguin vivra pour raconter son histoire. Une histoire improbable, à la limite du surnaturel, qui témoigne de la force de la vie et de l'ironie du destin.
La panique gagne chaque recoin du Titanic. Le pont supérieur est un enchevêtrement de corps, de cris, de prières murmurées. Les canots de sauvetage, mis à l'eau dans une hâte désespérée, s'éloignent du navire, laissant derrière eux un sillage d'espoir et de terreur. Parmi eux, le canot numéro 6, commandé d'une main de fer par le quartier-maître Robert Hichens. Un homme dur, au regard froid, rompu à la discipline inflexible de la mer. Face à la panique grandissante, il s'accroche à un semblant d'ordre, guidé par un instinct de survie teinté d'une cruauté inconsciente. « Femmes et enfants d'abord !» hurle-t-il, sa voix rauque couvrant à peine le tumulte ambiant. Des mères, le visage déformé par la peur, tendent leurs enfants vers les bras tendus des marins. Des familles sont séparées, des adieux déchirants sont échangés dans l'urgence. Hichens, insensible au drame qui se joue sous ses yeux, s'assure que chaque place soit occupée. Le canot est plein à craquer, mais sur le pont du Titanic, des centaines de personnes se pressent encore, suppliant pour une place, un espoir de survie. « Quartier-maître, nous devons retourner les chercher. Il y a encore des places !» s'exclame une voix forte et déterminée. C'est Molly Brown, une passagère de première classe, une femme au caractère bien trempé et au courage sans faille. Hichens se tourne vers elle, le visage fermé. « Le canot est plein, madame. Revenir en arrière serait trop dangereux. Nous risquerions de chavirer. » Son ton est sec, sans appel. Il s'est déjà détourné, ignorant les supplications de Molly Brown. « Ils sont vivants. Nous devons les aider. » hurle-t-elle, son visage rougi par la colère. « Comment pouvez-vous les abandonner ainsi ?» Mais Hichens reste inflexible. Il a donné ses ordres, et il n'est pas homme à les remettre en question, même face à la détresse humaine. Le canot s'éloigne lentement du Titanic. Chaque coup d'aviron les éloigne un peu plus du navire en perdition, un peu plus de l'espoir. Molly Brown, impuissante, observe les lumières du paquebot s'éteindre une à une dans la nuit. Un sentiment d'horreur et d'impuissance l'envahit. L'atmosphère dans le canot est électrique. La peur et le froid glacent les corps, mais c'est la colère qui brûle dans le regard de Molly Brown. Elle ne peut se résoudre à accepter la passivité de Hichens, son refus d'agir. « Vous n'avez pas le droit !» lance-t-elle à l'adresse du quartier-maître. « Vous avez abandonné des innocents à une mort certaine. L'histoire vous jugera pour votre lâcheté. » Sa voix est tranchante, accusatrice. Hichens, piqué au vif, se redresse. « Tenez votre langue, madame. J'ai agi pour le bien de tous. Un seul faux mouvement, et nous aurions tous péri. » Le ton monte, l'affrontement est ouvert. Leurs voix s'élèvent, se heurtant au silence pesant des autres passagers. La peur a cédé la place à la colère, à l'indignation. Le drame du Titanic vient de donner naissance à un autre drame, plus intime, plus cruel encore, celui de la lutte pour la survie, où la morale et le courage sont mis à rude épreuve. Imaginez un instant. Vous êtes Daniel Buckley, un jeune homme plein d'espoir, quittant son Irlande natale pour un nouveau départ en Amérique. Vous avez économisé chaque sou pour vous offrir ce voyage en 3e classe sur le Titanic, le plus grand paquebot du monde. L'excitation est palpable dans les couloirs exigus. Des familles entières s'entassent dans des cabines spartiates, partageant rires et rêves d'une vie meilleure. Le contraste avec le luxe ostentatoire des ponts supérieurs est saisissant. Mais qu'importe, l'espoir n'a pas de classe. Le Titanic, ce géant des mers, symbole de modernité et de progrès, est aussi un creuset d'espoir et de destin. Parmi eux, celui de Daniel Buckley, un destin qui va basculer dans l'horreur glacée de cette nuit tragique. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le Titanic a heurté un iceberg. Au début, c'est l'incrédulité qui domine. Puis, l'angoisse monte d'un cran lorsque l'ordre d'évacuation est donné. Daniel et ses compagnons de 3e classe se rudent vers les ponts supérieurs, vers le salut. Mais là, un spectacle révoltant les attend. Des barrières métalliques bloquent l'accès aux canaux de sauvetage. Des hommes en uniforme, le visage fermé, leur barrent le passage. Des femmes et des enfants d'abord, hurle-t-il. La loi maritime est implacable, mais la réalité est cruelle. Des familles entières sont séparées dans la panique. Des cris déchirent la nuit. Daniel assiste, impuissant, à ce spectacle chaotique. Le rêve américain se transforme en cauchemar. L'espoir fait place à la terreur. Le Titanic, jadis symbole de puissance et d'invincibilité, est en train de sombrer, emportant avec lui des centaines d'âmes innocentes, piégées par leur classe sociale, condamnées sans procès. Daniel Buckley, ce jeune homme plein d'espoir, se retrouve confronté à l'injustice la plus totale, à la cruauté d'un destin qui ne lui laisse aucune chance.
Il est l'un des oubliés du Titanic, un parmi tant d'autres. Imaginez le chaos, la panique, les cris. Autour de vous, des visages déformés par la peur. Des hommes et des femmes courant dans tous les sens, cherchant désespérément un moyen de s'échapper. Dans cette foule en délire, un homme se distingue par son calme apparent, son visage impassible. Cet homme, c'est Masabumi Hosono. Masabumi n'est pas comme les autres passagers du Titanic. C'est un fonctionnaire japonais, en voyage d'affaires en Europe. Il est loin de chez lui, loin de sa famille, perdu dans cette mer déchaînée. Mais Masabumi est un homme pragmatique. Il sait que la panique ne le sauvera pas. Il doit garder la tête froide, analyser la situation et agir. Il observe la scène avec attention. Les canaux de sauvetage sont mis à l'eau, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Les femmes et les enfants d'abord, crie-t-on. Masabumi comprend que ses chances de survie sont minces. Un homme seul, et de surcroît étranger, n'est pas une priorité. Pourtant, Masabumi refuse de céder au désespoir. Il se fraye un chemin à travers la foule, évitant les bousculades, cherchant une opportunité. Il sait que chaque seconde compte. La mort rôde sur le pont du Titanic, et elle ne fait aucune distinction de nationalité ou de classe sociale. Le temps presse. Le Titanic s'enfonce inexorablement dans les eaux glaciales de l'Atlantique. Masabumi se retrouve près d'un canot de sauvetage à moitié vide. Il voit des femmes et des enfants embarqués, mais il reste encore quelques places. Doit-il tenter sa chance? L'honneur samouraï le tiraille. Les hommes japonais de son époque se doivent d'être courageux, altruistes, prêts à se sacrifier pour les autres. Monter dans ce canot reviendrait à faire preuve de lâcheté, à renier ses valeurs. Mais l'instinct de survie est puissant. Masabumi est tiraillé entre son devoir et sa volonté de vivre. Il se remémore sa femme, ses enfants, son pays. A-t-il le droit de les abandonner? A-t-il le droit de renoncer à la vie? La décision est un crève-cœur, un dilemme moral insoutenable. Au dernier moment, alors que le canot s'apprête à être descendu, Masabumi prend son courage à deux mains. Il saute à l'intérieur, parmi les femmes et les enfants. Un mélange de soulagement et de honte l'envahit. Il est vivant, mais à quel prix? Sauvé des eaux glaciales, Masabumi Hosono devient un miraculé. Il est le seul japonais à avoir survécu au naufrage du Titanic. Mais son retour au pays ne sera pas un triomphe. Au contraire, il sera accueilli en paria, en symbole de la honte. La presse japonaise se déchaîne contre lui. On lui reproche d'avoir choisi la vie au détriment de l'honneur. On l'accuse d'avoir volé la place d'une femme ou d'un enfant. Son acte, pourtant compréhensible dans un contexte de survie extrême, est jugé indigne d'un samouraï. Masabumi devient un pestiféré, il perd son travail, sa réputation est ruinée, sa famille est ostracisée, montrée du doigt. Le poids du regard des autres est terrible à porter. Le survivant du Titanic devient un prisonnier de sa propre culture, condamné à vivre dans l'ombre de son acte. Pourtant, Masabumi n'a jamais regretté son choix. Il savait que la vie était précieuse, et il a choisi de se battre pour la préserver. Son histoire, longtemps oubliée, est aujourd'hui réhabilitée. Elle nous rappelle que l'honneur et le courage peuvent prendre des formes différentes, et que la survie, parfois, est le choix le plus difficile à faire. Le Titanic, jadis symbole de puissance et de luxe, agonise maintenant dans l'obscurité glaciale de l'océan. Les lumières vacillent, prêtes à s'éteindre pour toujours. Sur le pont, le chaos a laissé place à une horreur résignée. Rhoda Abbott, le cœur brisé, se trouve face à un choix impossible. Ses deux fils, Rossmore et Gilbert, la regardent avec des yeux emplis de terreur. Elle ne peut imaginer les abandonner, les laisser seuls face à ce destin funeste. Un canot de sauvetage, le dernier espoir, s'approche. Des mains tendues l'implorent de monter, de se sauver. Mais Rhoda refuse catégoriquement. Pas sans ses fils. Elle ne peut concevoir de vivre avec un tel déchirement. L'eau monte, menaçante. Le temps presse. La voix de Rhoda tremble lorsqu'elle murmure à ses fils « Si nous devons partir, alors partons ensemble. » Un dernier baiser, un dernier regard, et le destin s'abat sur eux. Non loin de là, un couple âgé se tient serré sur le pont. Leurs visages sont éclairés par la lueur fantomatique des lumières du Titanic, prêtes à s'éteindre à jamais. Ils savent que la fin est proche, mais ils l'affrontent ensemble, unis par un amour indéfectible. Ida et Isidore Strauss, couple aisé de Philadelphie, auraient pu monter dans un canot. Une place leur était réservée.
Mais Isidore refuse de laisser sa femme, de la laisser affronter la mort seule. Nous avons vécu ensemble, nous mourrons ensemble, déclare-t-il d'une voix ferme, tandis que l'eau glacée lèche le pont. Un dernier baiser, un dernier regard, et ils s'enlacent, prêts à affronter l'éternité ensemble. Leur amour, symbole de fidélité et de dévouement, restera gravé dans les mémoires. Un témoignage poignant de la force des sentiments humains, même face à l'inéluctable. L'océan, calme et indifférent, a refermé ses eaux sombres sur le Titanic. Il ne reste que le silence, lourd de souvenirs et de deuil impossible. Les survivants, hantés par les images de cette nuit tragique, tenteront de reconstruire leur vie, marquée à jamais par l'expérience du naufrage. Les histoires que nous venons de vous raconter ne sont qu'un aperçu des milliers de destins brisés et de vies bouleversées par la tragédie du Titanic. Elles nous rappellent la fragilité de l'existence, la force de l'amour et du sacrifice, et l'importance de ne jamais oublier les leçons du passé.